Aird de Entremise. Merci. Oui, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, Marianne. Merci à toi, David, de nous inviter. Et toi, j'ai aussi Alexis Baillargeon-Fournel. Est-ce que tu as envie de montrer ton visage avant de débuter l'atelier? Merci d'être avec nous, Alexis. Bonjour, merci. Je tiens à dire que cette clinique est offerte grâce au financement du gouvernement du Québec. Je vais laisser le collectif de l'ESSA raconter en fait comment on est arrivé à ce projet-là, mais je tiens à dire qu'au nom des Forces fraîches, on est extrêmement heureux de pouvoir être une courroie de transmission, un tremplin pour offrir de manière gratuite ce contenu-là au plus grand nombre. Et votre participation aujourd'hui nous confirme qu'on a bien fait. Donc, merci beaucoup d'être là. Sans plus tarder, je vous passe la parole. Marianne, Lina, la parole est à vous. Merci, Nada. Merci, David. Alors, Alors, si tu veux partager l'écran, Lina, vérifier que tout fonctionne. Je vous avertis aussi, on a lancé un enregistrement pour enregistrer la formation parce que cette formation, elle va aussi être rendue disponible par la suite sur le site Internet des Forces fraîches et de l'ESSA. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous voit apparaître à l'écran, vous pouvez juste fermer votre caméra, comme ça on vous verra. Donc, on est bien, on est très, très contente, Lina et moi, d'être avec vous aujourd'hui. Plus de 100 personnes inscrites, c'est quand même assez impressionnant. Ça montre l'intérêt qu'il y a en ce moment, je pense, pour l'immobilier collectif un peu partout au Québec. Je voulais prendre un moment aussi pour remercier David et les Forces fraîches de nous accueillir et de nous offrir votre plateforme pour diffuser la formation. Donc, Lina et moi, on a préparé une formation en cinq grandes sections. Donc, une première section introductive où Lina va pouvoir vous parler un peu du TIES. Moi, je vais pouvoir vous présenter Entremise et les projets qu'on porte en ce moment. Ensuite, Lina va pouvoir vous parler de ce qu'est l'immobilier collectif non résidentiel et vous présenter un peu l'écosystème d'acteurs qui entourent ce type de projet-là. Ensuite, on va explorer les différents rôles qui sont présents dans ces projets, donc le rôle de propriétaire, de gestionnaire et d'occupant. Euh, Puis, je vais vous présenter un survol des étapes types d'un projet de requalification en faisant un focus sur les premières étapes pour comment bien débuter un projet de requalification en immobilier collectif. Et Lina va pouvoir vous présenter 5 projets qui ont démarré dans la dernière année un peu partout au Québec. Puis, on va finir avec une période de questions qui devrait être, on va essayer de se garder un bon 30 minutes pour la période. il faut quand même aller me chercher un papier. Lina, je te laisse la parole pour présenter le TIS. Merci, Marianne. Donc, le TIES, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le TIES, donc pour Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Donc, on est un organisme qui fait de la liaison et du transfert en économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est de soutenir les forces vives de l'économie sociale, donc dans l'écosystème de l'économie sociale, dans leurs pratiques innovantes, par notamment le transfert de connaissances et dans l'idée de contribuer à la transition socio-écologique. On a plusieurs services, donc on mène plusieurs actions. J'en ai mis 4 ici. Donc la première qui est documenter des solutions innovantes. Donc l'idée, c'est d'aller collecter, analyser et organiser ces savoirs pour pouvoir ensuite concevoir des outils de transfert. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu des outils de transfert qui ont été conçus dans le cadre du projet d'immobilier collectif non résidentiel. Donc on élabore ces outils-là et des ressources qui viennent répondre aux besoins de l'écosystème pour finalement faciliter l'appropriation de ces connaissances, donc diffuser ces connaissances-là au plus grand nombre. Et finalement, tout ça se fait à travers l'animation de réflexions collectives. Donc, c'est misé sur l'intelligence collective pour finalement pouvoir transférer ces connaissances. Donc, ça sera un peu les 4 grands piliers du TIES. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans le projet l'immobilier collectif au service des communautés qu'on mène depuis 2 ans et demi, 3 ans et qu'on finalise vraiment. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous présenter les résultats de ce projet. Pour découvrir le projet, je vous invite à aller sur la page web du TIES et cliquer sur projet. C'est là où vous allez découvrir le contexte et puis les outils à venir aussi. Donc, je vous ai mis une capture d'écran ici pour vous donner une idée de où est-ce que les outils seront disponibles.
Alors, de notre côté, chez Entremise, on est une OBNL, une entreprise d'économie sociale en aménagement, dont la mission première est de transformer des espaces vacants ou sous-utilisés en projets collectifs pour des villes et villages plus justes, durables et résilients. Et donc, on tente d'accomplir cette grande mission à travers deux types de services. Lina, tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Euh, En étant nous-mêmes des gestionnaires et des développeurs de projets collectifs dans des bâtiments vacants ou sous-utilisés. Fait que ça veut dire qu'on va soit devenir propriétaire de bâtiments ou on va signer des ententes avec les propriétaires pour mettre en place des projets collectifs dans les lieux et donc de faire des appels à candidature pour trouver des groupes qui occupent ces espaces et gérer cette communauté en tentant de la rendre la plus autonome et la plus résiliente possible. Puis en étant nous-mêmes développeurs et gestionnaires, bon, on a acquis certaines compétences, certaines connaissances qu'on tente aujourd'hui de partager à d'autres groupes qui auraient la volonté de transformer des bâtiments vacants en projets collectifs un peu partout au Québec à travers des services d'accompagnement. Et depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, Entremise porte au nom de l'ESA. Donc, l'ESA, c'est le regroupement des entreprises d'économie sociale en aménagement. Et donc, Entremise porte au nom de l'ESA le plan d'action pour la requalification collective, qui est un grand plan d'action qui est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation grâce à leur programme de soutien à l'économie sociale. Et l'objectif principal du plan d'action, c'est de promouvoir et de faciliter l'émergence et le développement de projets d'immobilier collectif à travers le Québec. Et ça a passé entre autres par l'accompagnement de 5 projets d'immobilier collectif dans 5 régions du Québec. C'est les projets que Lina va pouvoir vous présenter un peu plus tard dans la formation. Et donc, une des actions de ce grand plan d'action pour la requalification collective, c'était la création d'une boîte à outils en immobilier collectif. Et quand Entremise, on a commencé à travailler sur cette boîte à outils, mais on a réalisé qu'il y avait d'autres groupes autour de nous qui travaillaient sur des boîtes à outils, sur des sujets soit similaires, soit presque identiques. Et donc, on a décidé d'unir nos forces, de se rassembler pour créer une seule grande boîte à outils en immobilier collectif qu'on porte aujourd'hui avec le TIES, Pivot et AltCoop et qui est financé par le gouvernement du Québec et le chantier de l'économie sociale, entre autres. Et il y a plusieurs autres entreprises d'économie sociale qui participent à la rédaction, à la réalisation d'outils. Et donc, l'objectif de la boîte à outils, c'est de fournir des ressources aux différents groupes qui sont impliqués dans le développement de projets d'immobilier collectif, que ce soit des OBNL, des coopératives, des municipalités, des groupes citoyens ou encore les groupes qui accompagnent ces groupes porteurs de projets. Et la trousse, ça va contenir une trentaine d'outils qui sont regroupés selon certaines grandes thématiques et catégories. Puis il y a notamment un focus sur la question de la requalification de bâtiments patrimoniaux et la question de la requalification des églises. Et donc, tous ces beaux outils vont être diffusés prochainement au courant des prochaines semaines sur les sites Internet d'Entremise, du TIES et de Pivot. Et la formation qu'on vous donne aujourd'hui, mais ça fait partie d'une série de formations qui sont toutes sur des sujets qui sont connexes aux sujets qui sont abordés dans les outils de la boîte à outils. Et toutes les formations vont être disponibles en ligne sur le site de l'ESA. Donc, si vous souhaitez poursuivre vos recherches en immobilier collectif, n'hésitez pas à consulter le site web d'Entremise, du TIES, de Pivot ou de l'ESA où il va y avoir plein de ressources complémentaires pour vous. On peut peut-être plonger dans le vif du sujet, donc découvrir un peu ce que c'est l'immobilier collectif non résidentiel. L'idée, c'est d'offrir une première définition. Bonjour. L'idée, c'est d'offrir une première définition de ce qu'est l'immobilier collectif non résidentiel, puis de partager aussi les principes clés qui guident cette définition-là. Donc, première définition qu'on vous offre, donc l'immobilier collectif réfère aux biens immobiliers, donc ça peut être des immeubles comme des terrains qui sont détenus par une entreprise d'économie sociale. Donc là, on fait souvent référence à la propriété collective, donc par entreprise d'économie sociale, ça peut être une OBNL, comme une coopérative, comme un organisme communautaire. Pour un peu offrir une définition plus large, on a inclus aussi d'autres types d'organisations. Donc, on peut par exemple penser aux fiducies d'utilité sociale, à des municipalités ou encore à des congrégations religieuses qui peuvent être aussi considérées comme de l'immobilier collectif.
on est venu placer deux critères, je dirais. C'est que la gestion à long terme puisse être confiée à une entreprise d'économie sociale ou à un organisme communautaire, ou que le propriétaire soit une partie prenante qui démontre une adhésion forte à la mission du projet, qui est donc celle de répondre aux besoins de la communauté. Pour aller plus loin, donc c'est une première définition, pour aller plus loin, on vous invite à consulter l'outil Introduction à l'immobilier collectif non résidentiel qui va un peu finalement détailler cette première définition. On peut passer aux principes fondamentaux. Donc là, l'idée, c'est de pousser un peu plus loin et puis de façon plus large, dresser des principes fondamentaux qui guident un peu cette définition. On parle donc de l'objectif. Donc, l'objectif doit être évidemment de répondre aux besoins de la communauté, d'offrir des espaces qui répondent à ces besoins-là. Le type d'occupant peut être quand même assez diversifié, mais l'idée, c'est d'avoir des occupants qui sont impliqués dans le projet, qui participent au projet, donc que ces occupants finalement puissent être impliqués, puis prendre en compte aussi les besoins des usagers, usagères pour que le projet puisse avoir une portée collective, donc répondre à ces besoins. Pour la mixité des activités, c'est aussi un élément qui guide ces principes-là, donc qu'il puisse y avoir une mixité des activités qui puissent répondre aux besoins des usagers, usagères. Donc, ces principes fondamentaux sont très liés à la définition qui est proposée, sont comme un complément d'information à cette définition-là. Il y a aussi des enjeux clés qui animent aussi l'immobilier collectif non résidentiel et cet écosystème-là. C'est assez flagrant qu'il y a un manque de locaux adaptés, que les ressources financières aussi sont très limitées. Dans le domaine du non résidentiel ou du mixte aussi, c'est assez limité de trouver des espaces, que ce soit à Montréal ou en région. Un élément aussi qui est beaucoup ressorti quand on est allé à la rencontre des porteurs, porteuses de projets, c'est les coûts élevés d'acquisition et de gestion de ces biens-là. C'est évidemment un investissement à long terme d'investir dans l'acquisition d'un bien. Puis il y a aussi plusieurs immeubles sous-utilisés, d'où la requalification collective qui est une voie à explorer. L'économie sociale, ça anime aussi et puis ça permet le déploiement d'initiatives en immobilier collectif non résidentiel. Donc, finalement, comment est-ce que l'économie sociale peut donner vie au projet, finalement aider à déployer un projet d'immobilier collectif? Ici, donc, on a mis la définition de l'économie sociale. Peut-être qu'il y a nombreux d'entre vous la connaissent, cette définition-là, mais donc, et une entreprise d'économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la vente ou l'échange de biens ou de services. Donc là, on parle de coopérative, d'une mutuelle ou d'une association dotée de la personnalité juridique, donc une OBNL. Puis, à cette définition-là, on associe donc, en plus de la dimension juridique, on associe d'autres critères qui doivent être pris en compte pour qu'une organisation soit reconnue comme une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est les 6 principes de l'économie sociale qui sont les suivants. Donc, répondre aux besoins des membres ou de la collectivité, être autonome et indépendant, la gouvernance démocratique qui a un aspect assez important aussi, aspirer à la viabilité économique et la distribution limitée ou interdite des excédents et la distribution limitée du reliquat lors d'une dissolution. Je vous inviterai peut-être, si c'est des principes qui vous intéressent, à aller consulter le cadre de référence de l'économie sociale qui a été produit par le chantier. Puis la décision de créer une entreprise d'économie sociale pour démarrer, mettre sur pied ou gérer un projet d'immobilier collectif implique le respect de ces principes. En termes de temps, ça va. Donc c'est ça, ça nous amène à la grosse question de pourquoi s'intéresser à l'économie sociale et à l'immobilier collectif. Donc, dans un premier temps, ça répond à des besoins qui sont réels, donc des besoins que la communauté met en avant. Ça se base aussi sur la gouvernance démocratique et l'implication de la communauté. Puis plus globalement, on redéfinit le rapport à l'immobilier et à l'occupation des espaces. Passons à l'écosystème de l'immobilier collectif non résidentiel. Donc,
Ça aussi, ça a été un besoin qui est beaucoup ressorti de comprendre cet écosystème, de savoir qui composait l'écosystème de l'immobilier collectif non résidentiel. L'idée ici, c'est de mettre en avant les différentes parties prenantes et acteurs qui l'animent. Donc, je vous les lirai pas tous, mais peut-être parler du groupe porteur de projet qui est un peu au centre de la démarche, donc qui porte cette démarche-là. Dans les groupes porteurs de projet, on peut retrouver des groupes citoyens, des entreprises d'économie sociale, mais aussi des municipalités. Dans les accompagnateurs, accompagnatrices aussi, donc c'est les personnes qui viennent soutenir les groupes porteurs à mettre en œuvre le projet. Donc là aussi, il peut y avoir des municipalités, des entreprises d'économie sociale. Le réseau de l'économie sociale aussi, par le transfert de connaissances, contribue aussi à accompagner ces projets-là. Les organismes communautaires et réseaux d'organismes. Les experts de façon plus large, on peut penser aux architectes, ingénieurs, professionnels du droit, donc mais aussi des personnes issues du milieu universitaire et ou collégial, donc qui viennent aussi apporter une certaine expertise. Puis plus globalement, les acteurs institutionnels qui viennent aussi contribuer à la mise en œuvre des projets et qui donc font partie de l'écosystème de l'immobilier collectif non résidentiel. Pour cet outil-là, donc qui est l'outil, l'écosystème de l'immobilier collectif non résidentiel, on est allé un peu plus loin. Donc, je vous inviterai à aller consulter l'outil où finalement on a proposé une définition pour chacun de ces acteurs-là. Puis on a proposé aussi des exemples, donc des exemples de ce qu'est un groupe citoyen, un organisme communautaire, des municipalités qui portent ce genre de projet-là. C'est ce qui nous amènerait donc à explorer les 3 rôles fondamentaux pour un projet d'immobilier collectif non résidentiel, qui sont donc les propriétaires, les gestionnaires et les occupants. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être un survol de ces rôles-là, mais il y a plusieurs interactions et imbrications entre ces différents rôles. On peut commencer par le propriétaire. Donc, le propriétaire, ça va être la personne physique ou morale qui va détenir l'immeuble et ou les terrains. Donc, cette personne va avoir évidemment le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement de son bien sous certaines réserves. Les propriétaires dans des projets d'immobilier collectif non résidentiel ont plusieurs options. Donc, ils peuvent soit occuper eux-mêmes leurs locaux, donc c'est ce qu'on appelle un propriétaire occupant, ou ils peuvent donc mettre à disposition à d'autres groupes ces locaux, soit en les louant, soit par amphithéose. Donc, le propriétaire. Ensuite, on passe donc à la gestion au gestionnaire. Donc, évidemment, un bâtiment, ça ne s'entretient pas tout seul et donc il faut quelqu'un pour finalement administrer ce bâtiment-là. Cette personne ou ces personnes vont prendre en charge les tâches, qu'elles soient administratives, techniques ou financières. Puis le gestionnaire immobilier, sa responsabilité, c'est l'entretien quotidien du lieu et des biens. C'est le propriétaire qui donc choisit s'il va assumer lui-même le rôle de gestionnaire ou s'il décide d'embaucher une ou des personnes pour que ces personnes-là puissent incarner le rôle de gestionnaire. On passe finalement à l'occupation, donc les occupants, ceux finalement qui donnent vie au lieu et qui l'occupent. C'est souvent des groupes donc, qui vont offrir soit des services, soit des activités à la communauté. Donc, ça va être toutes ces personnes-là finalement qui vont occuper les lieux pour offrir ces activités-là. Ça peut être soit des organisations ou des entreprises qui peuvent être publiques, collectives ou privées. Voilà. Super. Donc, je vais enchaîner en vous parlant un peu des différentes phases puis des différentes étapes d'un projet collectif de requalification immobilière. Si tu veux, ouais, montrer le schéma général. Donc, ici, vous voyez les grandes étapes qui sont présentes dans pratiquement tous les projets collectifs de requalification. Et là, on parle vraiment dans un monde non résidentiel, même si dans le monde résidentiel, ce serait relativement similaire. Donc, ici, on les montre en étapes qui suivent un ordre précis. Par contre, dans certains cas, ces étapes-là ne seront pas nécessairement franchies dans cet ordre-là. Ce qui arrive fréquemment, c'est qu'on avance, puis finalement, on doit reculer un peu
pour faire des validations, pour pouvoir mieux avancer par la suite. Donc, c'est ce qu'on a essayé de représenter par les boucles d'itération qu'on voit sur le schéma. Aussi, les démarches vont grandement varier en durée. Certaines peuvent se faire assez rapidement si tous les ingrédients sont au rendez-vous, quand d'autres vont s'étirer sur du plus long terme. Là. Parfois, on parle de plus de 10 ans, dépendamment du contexte réglementaire, politique, de l'accès au financement, de l'état du bâtiment, puis de plein d'autres contraintes qui parfois sont hors de votre contrôle. D'après ce qu'on voit à travers notre pratique chez Entremise, on dit que la durée moyenne d'un projet collectif de requalification est d'environ 5 ans, donc de l'idéation jusqu'à la phase d'opération. Donc, si on regarde un peu chacune de ces grandes étapes, on voit que la première, c'est l'idée de la phase d'idéation. En effet, il y a souvent 2 scénarios possibles pour débuter un projet. Soit il y a un groupe qui cible un bâtiment qui est soit vacant ou sous-utilisé, puis qui souhaite revaloriser ce bâtiment et vont devoir trouver un projet pour redonner vie à ce bâtiment. Dans une autre situation, ça peut être un groupe qui a déjà un projet en tête puis qui va chercher un bâtiment pour héberger ce projet-là. Mais dans les 2 cas, il va falloir passer par une phase d'idéation pour définir le projet en fonction du bâtiment identifié. L'étape suivante, puis je dirais même que c'est 2 étapes qui sont faites souvent en parallèle, c'est l'idée de la validation. Parce que c'est super d'avoir des bonnes idées, mais il faut vérifier que ces idées fonctionnent avec la réalité du bâtiment et selon certaines contraintes, notamment financières et réglementaires. Donc, c'est souvent à cette étape-là que les groupes vont embaucher des professionnels pour produire différentes études, comme un carnet de santé, des esquisses architecturales, des études en ingénierie, etc. Et donc, la phase de validation va se poursuivre à travers la réalisation d'un plan d'affaires qui contient toutes les informations nécessaires pour planifier la mise en œuvre du projet. Et là, une fois qu'on a défini le projet, on a validé sa faisabilité, on peut commencer à préparer les travaux. C'est là qu'on va aller chercher les fonds nécessaires et les professionnels nécessaires pour la prochaine étape, soit les travaux. Cette phase de travaux, elle est pratiquement inévitable quand on parle de projet de requalification. Parce que comme on change la vocation du bâtiment et qu'il y a aussi très, très souvent un changement au niveau de la propriété, on doit mettre le bâtiment aux normes. Et en plus, dans la plupart des cas, on va aussi vouloir réaménager le bâtiment pour qu'il soit mieux adapté à la nouvelle vocation qu'on va lui donner. Parfois, la phase de travaux, elle peut être majeure si on doit vraiment changer tout l'intérieur du bâtiment, ou parfois elle peut être assez légère si le bâtiment est en bon état. Il est aussi possible de phaser cette phase de travaux, c'est-à-dire de procéder, disons, par étapes pour rendre certains espaces disponibles plus rapidement ou pour réduire les coûts initiaux. Suite à la phase de travaux, on peut célébrer. C'est déjà une grosse étape de franchie et commencer à occuper le lieu de façon plus permanente. Donc, c'est là que les différents groupes, les différents occupants vont déménager dans l'espace. Et c'est là aussi que ça peut être intéressant de réfléchir à différents modèles pour impliquer les occupants et les occupantes dans la gestion quotidienne du lieu. Mais les projets collectifs, c'est jamais réellement terminé. C'est important d'être ouvert à l'évolution pour pouvoir rester connecté aux besoins de la population. Aussi, c'est vraiment important de continuer à entretenir les bâtiments en continu en faisant du maintien d'actifs pour garder les bâtiments en bon état, puis pas avoir à dépenser des grosses sommes d'argent tout d'un coup. Donc, ça vous donne un aperçu assez global des différentes étapes du processus. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans les toutes premières étapes parce que assez rapidement dans les processus, les groupes porteurs de projets vont pouvoir s'entourer de professionnels qui vont pouvoir les accompagner dans leur démarche. Mais les quelques premières étapes doivent souvent être franchies avec des moyens qui sont très restreints et donc parfois sans accompagnement professionnel. Donc, j'espère que les informations qu'on va vous donner aujourd'hui pourront aider certains d'entre vous à peut-être franchir ces premières étapes. Alors, ici, j'ai listé 8 étapes qui, selon moi, sont nécessaires pour bien débuter un projet de requalification de bâtiment en projet collectif. Ces étapes-là ne sont pas présentées dans un ordre précis. Elles peuvent être réalisées dans un ordre différent ou bien être faites en parallèle, ce qui est souvent le cas. On peut passer à la première étape.
Une des premières étapes, c'est de connaître l'immeuble, son histoire et le milieu d'insertion. Donc, quand on parle de connaître l'état du bâtiment, c'est souvent par l'embauche de professionnels, donc des architectes et des ingénieurs qui vont réaliser un carnet de santé. Donc, un carnet de santé, c'est un document qui est un peu technique et qui va faire une sorte de diagnostic du bâtiment, puis qui va cibler quels sont les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment sécuritaire et conforme aux normes. C'est aussi important de s'intéresser à l'histoire du lieu pour identifier quels sont les éléments qu'on souhaite conserver et comment on peut valoriser l'esprit du lieu. Il faut aussi faire des vérifications pour voir si le bâtiment a un statut patrimonial, s'il est cité ou s'il est classé comme bien patrimonial. Ces statuts-là, ça a des impacts légaux, mais ça peut aussi avoir certains avantages, notamment l'accès à certaines subventions. Si après les recherches que vous faites, vous réalisez que le bâtiment n'a pas de statut à ce point-ci, ben, il est possible d'entamer des démarches pour obtenir, par exemple, une citation patrimoniale. Et dans le cadre de la boîte à outils en immobilier collectif, il y a Passerelle, qui est une coopérative en patrimoine, qui a réalisé un guide sur les statuts patrimoniaux. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous pourrez consulter l'outil. Puis finalement, il est important de bien connaître le milieu d'insertion. Donc, quel est l'écosystème d'acteurs qui entoure le projet, quel est le contexte socio-économique, etc. Ça va être important pour identifier les besoins auxquels le projet pourrait répondre et pour être en adéquation avec le milieu. Ça va être aussi important de rapidement identifier qui sont les bonnes personnes pour porter le projet. Est-ce que c'est un organisme du secteur qui existe déjà, puis qui va décider d'assumer cette responsabilité-là supplémentaire en plus de ses activités de base? Est-ce que c'est par exemple la municipalité qui se porte volontaire pour porter la démarche, du moins dans les étapes de démarrage? Ou est-ce que c'est mieux, par exemple, de créer un nouveau comité spécifiquement pour porter la démarche? Il n'y a pas il y a pas de seule bonne réponse là, à cette question-là. Ça dépend vraiment de Mhm. la vision du projet et des capacités des différentes parties prenantes impliquées. On a un outil aussi dans la boîte à outils qui s'appelle Comment rallier autour d'un projet de requalification, qui est rédigé par Héritage Montréal, qui donne plusieurs astuces pour bien positionner le projet, si vous voulez aller plus loin. Ensuite, on va vouloir définir la mission et la vision du projet. Donc, l'énoncé de mission et de vision, c'est des courts textes qui présentent les objectifs, les valeurs et les grands axes du projet. Selon moi, c'est important d'arriver assez rapidement avec une mission de projet, quitte à ce que la mission évolue un peu avec le temps. Parce que, en fait, cette mission-là, elle donne un socle au projet et ça permet d'aligner les différentes personnes impliquées dans une direction commune et de cadrer l'ensemble des décisions qui vont être prises par la suite. Pour définir cette mission et cette vision, vous pourriez organiser des ateliers participatifs pour consulter différentes personnes et les impliquer activement dans la définition du projet. Avec Entremise, on a réalisé un outil qui s'appelle Information pratique et gabarit pour l'animation d'ateliers participatifs, où on donne plusieurs informations, même des gabarits pour mener des activités qui pourraient vous mener à définir une mission de projet collectivement. Puis une des tâches, disons, qui doit vraiment être réalisée en continu là, à partir du début du projet jusqu'à la phase d'opération. En fait, même une fois que le projet est en opération, c'est important de continuer tout le temps. C'est mobiliser la population et communiquer sur le projet. Dans les projets collectifs, c'est essentiel d'impliquer la population, surtout si le projet prend place dans un bâtiment qui a une valeur dans la mémoire collective, donc un bâtiment qu'on considère comme patrimonial, parce que là, les gens vont vouloir savoir qu'est-ce que devient ce bâtiment. Donc, pour y arriver, on peut utiliser différentes stratégies. On peut organiser des consultations publiques, des ateliers participatifs, on peut faire des visites des lieux, on peut faire des publi-postages, utiliser un site Internet, utiliser les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une variété d'outils qui peut être utilisés pour communiquer sur le projet. Et c'est important de varier les méthodes pour rejoindre un maximum de personnes et une mixité de public. C'est aussi un atout si vous avez un plan de communication clair qui va cadrer le message et le ton, notamment. Puis, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de ces plans de communication.
Vous pourriez aussi évaluer l'option d'occuper le bâtiment de façon transitoire, c'est-à-dire de commencer à organiser des activités dans le lieu avant de procéder à la phase de travaux de requalification pour tester des choses, puis animer le lieu. Souvent, les projets sont déjà, les bâtiments ne sont pas complètement vides, donc des fois, il y a déjà des activités qui prennent place dans les bâtiments. Donc, vous pouvez miser sur ces activités qui sont déjà là. Il y a plusieurs opportunités qui viennent avec l'idée de mener une phase d'occupation transitoire, notamment l'idée de justement tester différentes activités pour informer le projet pérenne, donc voir ce qui fonctionne bien, voir ce qui fonctionne moins bien, puis adapter la mission du projet selon cette phase d'expérimentation. Ça permet aussi d'offrir des espaces abordables à des porteurs de projets locaux. Ça permet d'occuper rapidement un bâtiment et éviter que le bâtiment se dégrade. Ça permet de contribuer au dynamisme du secteur par l'implantation de nouveaux usages. C'est sûr que c'est plus le fun de voir un bâtiment où il se passe des choses que de voir un bâtiment qui est complètement vide. Ça permet aussi de mobiliser la population locale autour du projet et ça peut permettre de générer certains revenus par des locations ponctuelles. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient présentes pour pouvoir procéder à une phase d'occupation transitoire. Notamment, il faut que le bâtiment soit sécuritaire, bien sûr. On ne veut pas faire rentrer des personnes dans un bâtiment qui serait non sécuritaire. Si vous n'êtes pas encore propriétaire des bâtiments, il faut une entente avec les propriétaires des bâtiments. Il faut aussi des personnes qui sont responsables de cette occupation transitoire et qui ont du temps et la volonté pour gérer cette occupation transitoire-là. Et idéalement, on a un petit budget pour pouvoir aménager le lieu de façon transitoire. Et donc, pour pouvoir poursuivre vers les étapes suivantes, qui sont les travaux, par exemple, et l'embauche de professionnels, il faut d'abord que vous ayez bien ciblé quelles sont les activités qui pourront prendre place dans le bâtiment. Vous allez faire une sorte de comme liste d'épicerie qui va devenir un peu le programme que vous allez transmettre en fait aux architectes qui vont pouvoir réaliser les documents plus techniques pour réaliser les travaux. Donc, pour cibler ces activités-là, vous pouvez vous référer, bien sûr, à la mission du projet. Vous pouvez miser aussi sur les activités qui prennent déjà place dans le bâtiment s'il y en a. Ça peut être intéressant aussi de faire une analyse des besoins du milieu pour voir comment le projet pourrait y répondre, s'assurer d'être en complémentarité et non pas en compétition avec les autres projets aux alentours. Et c'est sûr que si vous cherchez à ce que le projet soit rentable, il va aussi falloir garder en tête qu'il vous faut des revenus provenant des locations. Et donc, les activités peuvent être ciblées en sondant la population et les partenaires du projet. C'est aussi important de prendre en considération les caractéristiques du bâtiment existant dans l'identification des nouveaux usages. Par exemple, si on décide de requalifier une église, ça va être quand même plus facile, je dirais, de la transformer en salle de spectacle qu'en logement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de transformer une église en logement. Il y a des exemples qui sont très bien réussis, mais ça va probablement coûter plus cher, puis il y a un risque aussi de dénaturer le bâtiment. On peut passer à la slide suivante. Ouais. Il va aussi être essentiel d'aller chercher du financement pour l'accomplissement des prochaines étapes, notamment pour l'embauche des professionnels, les travaux, et éventuellement, si c'est pas le cas au début des démarches où les groupes sont souvent bénévoles, c'est sûr que le plus rapidement possible, on est en mesure d'embaucher un ou une chargée de projet, ça facilite les démarches, c'est certain. Donc, au niveau des financements, on vous recommande de lister le plus de sources de financement possible, que ce soit par des subventions, des campagnes de sociofinancement, des obligations communautaires, des dons, des prêts, vraiment ratisser assez large pour diversifier les sources de financement. Ça permet aussi de rendre les projets plus résilients que de ne pas compter sur une seule source de financement. Avec Entremise, on a réalisé un outil qui s'appelle Coup d'œil sur les financements, qui est un grand tableau Excel où on liste tous les financements, donc que ce soit les subventions ou les prêts qui sont disponibles actuellement pour la requalification de bâtiments en projet collectif. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site, il va être disponible très bientôt. Par la suite, il faut embaucher des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner dans la réalisation des étapes subséquentes. Ça peut être des professionnels en communication, en accompagnement et en participation citoyenne, en architecture ou en finance, par exemple. Si vous vous rendez sur le site Internet de l'ESA,
Il y a un répertoire des entreprises d'économie sociale en aménagement qui offrent des services en lien avec l'immobilier collectif. Donc, ça peut être une très bonne base de données pour trouver ces professionnels. Donc, voilà, ça fait le tour des quelques premières étapes pour débuter un projet de requalification. Après, c'est sûr qu'il faut se rappeler que chaque projet est unique, donc il n'y a pas de recette magique. C'est important de s'adapter à son contexte, de garder le moral et soyez créatifs et pensez à bien vous entourer. Il y a plein de ressources qui existent, que ce soit des ressources en ligne avec des informations ou aussi des groupes qui peuvent vous accompagner là-dedans, notamment les agents des MRC puis les pôles d'économie sociale aussi qui sont des très bons acteurs à avoir autour de vous. On peut peut-être revenir sur le plan d'action pour la requalification collective. Donc, dans le cadre de ce plan d'action, il y a eu des accompagnements qui ont eu lieu, donc pour les 5 projets que Marianne vous a présentés au début. Et le rôle du TIES, c'était finalement de documenter un peu ces initiatives, d'en tirer des apprentissages, des observations, pour pouvoir transférer ça à des potentiels groupes porteurs qui voudraient se lancer dans cette aventure-là. Donc l'idée, c'était de vous présenter de façon très sommaire ces 5 projets-là qui sont super intéressants et très diversifiés aussi. Donc on peut peut-être se lancer et les découvrir. On peut commencer par Espace LGBTQ+, qui est donc un organisme à but non lucratif, donc qui se nomme Espace LGBTQ+, qui a pour mission de développer des locaux communautaires accessibles et abordables au cœur de Montréal, donc dans le quartier Le Village. Donc l'idée, c'est de créer ce complexe-là pour répondre aux besoins de la communauté. Puis ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'ils sont déjà propriétaires d'un immeuble. Donc le projet est vraiment lancé et en cours. Donc ça a été super intéressant de suivre ce projet et de les voir évoluer. Un apprentissage qui a été tiré dans le cadre du portrait, c'est, je pense Marianne en parlait aussi tantôt, mais c'est de valoriser les lieux et le patrimoine. Donc c'est important de connaître l'importance du patrimoine, que le patrimoine peut être matériel ou immatériel dans le cadre d'un projet. Négliger l'aspect du patrimoine pourrait compromettre l'authenticité et la pertinence du projet. Donc c'est aller ancrer le projet aussi dans la communauté, mais aussi comprendre l'historique de ce projet-là. Pour Espace LGBTQ+, refléter la spécificité LGBTQ+, dans la gouvernance et la gestion des espaces locatifs, c'est un élément qui est revenu dans notre collecte de données, tout en tenant compte de son emplacement emblématique, qui est donc dans le village gay de Montréal, qui est un quartier emblématique de l'histoire LGBTQ+, montréalaise. Peut passer au prochain portrait, qui est donc le parc de l'aventure basque en Amérique, donc qui est un pôle récréo-touristique de la ville de Trois-Pistoles. Là, c'est intéressant parce que c'est un projet qui a été porté par la municipalité de Trois-Pistoles, mais en collaboration avec des entreprises d'économie sociale. Puis l'idée, c'était de revitaliser et de redynamiser le secteur du quai en réhabilitant un bâtiment emblématique qui a été inauguré en 1996, mais abandonné en 2016. Donc, là, on est en plein dans un projet de requalification, ce qui est super intéressant. Puis, un apprentissage qui ressort dans ce portrait, c'est finalement comment est-ce que la collaboration municipalité-OBNL peut être mise en place et aussi comment elle peut être bénéfique pour la mise en œuvre de projets collectifs. On peut passer au suivant, qui est l'église Sainte-Marie Médiatrice à Brigham, donc qui est un projet rassembleur de la Fondation de revitalisation de Brigham. Là, c'est aussi très intéressant parce que c'est un groupe citoyen, un groupe de citoyens et de citoyennes qui portent ce projet-là, un groupe citoyen qui est composé de bénévoles. Puis c'est donc à Brigham en Estrie, finalement dans une ville qui a été privée de services essentiels à la suite de la fermeture du dépanneur. Donc c'est un groupe citoyen qui s'est uni pour revitaliser Brigham et aussi répondre aux besoins de la communauté.
Finalement, l'apprentissage qui ressort, c'est comment mobiliser un noyau de bénévoles, donc un comité de personnes qui vont être motivées et prêtes à mettre en œuvre un projet, ce qui est souvent une tâche ardue mais très stimulante. Mais donc là, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'un noyau de bénévoles pouvait se rassembler pour mettre en œuvre et porter un projet. Le prochain projet, donc requalifier un ensemble conventuel à Saint-Damien de Buckland. Donc là, c'est le projet de la coopérative des Choux Gras. C'est un projet d'envergure qui est extrêmement intéressant parce que c'est les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, donc, qui ont décidé de léguer plusieurs bâtiments de l'ensemble conventuel à différents acteurs locaux. Donc l'idée ici, c'est finalement de poursuivre la vocation sociale et communautaire des sœurs en requalifiant un ensemble conventuel pour, là encore, répondre aux besoins de la communauté et créer des activités et des services à cet effet. On arrive à la ville de Saint-Sauveur, donc imaginez une maison pour des organismes communautaires, un projet de lieu multifonctionnel. Donc, la ville de Saint-Sauveur a vu qu'il y avait un besoin urgent de locaux pour les organismes de la région. Et l'idée, c'était d'améliorer l'accessibilité à des services pour les citoyens et les citoyennes. Donc au début, le projet a un peu évolué, mais au début, c'était donc l'école Marie-Rose qui avait été pensée pour mettre en œuvre ce projet. Mais donc là, l'idée, c'est plus d'acquérir un bâtiment pour pouvoir le transformer en lieu multifonctionnel pour les organismes communautaires. Puis un apprentissage qui ressort de ce projet-là, c'est s'entourer d'experts pour pouvoir déployer le projet. Donc, c'est important de bien s'entourer d'experts pour pouvoir progressivement être accompagnés, puis que chacun des accompagnateurs puisse apporter une expertise unique et essentielle pour la mise en œuvre du projet. C'est ce qui ferait le tour pour les portraits. Donc, c'était une présentation extrêmement sommaire de ces 5 initiatives-là. Mais donc, au TIES, on a allé co-construire et créer 5 portraits que je vous mets ici et que je vous invite à découvrir. Puis, dans chacun des portraits, on va donc creuser un peu plus loin dans tout l'aspect gouvernance, financement, accompagnement et apprentissage. Donc, je vous invite à aller les consulter et les lire. Je ne sais pas, Marianne, si tu avais un petit élément à ajouter sur les portraits avant qu'on conclue. Oui, ben en fait, ce qui était quand même assez intéressant dans le cadre du plan d'action qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi créé une communauté de pratique qui regroupait les 5 porteurs de ces projets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces projets sont très, très différents les uns des autres. Ça a été aussi un critère de sélection. Pour sélectionner les projets, il fallait qu'on ait une diversité de situations. Donc, le type de bâtiment était différent, le type de contexte aussi dans des villes en région, dans les grands centres urbains, des municipalités de grande taille, petite taille, etc. Mais malgré tout, il y avait quand même des enjeux et des défis qui étaient rencontrés par l'ensemble. Et je pense que ça a été vraiment une belle expérience de voir que entre eux, ces personnes qui vivaient le même type d'enjeux pouvaient s'entraider et se partager leur expérience ensemble. Et donc, je sais que les Forces fraîches ont entre autres une communauté de pratique en ligne pour la question de la requalification des églises. Donc, si vous êtes impliqué dans un projet d'église, je vous invite aussi à le rejoindre. C'est vraiment un bel outil pour pouvoir apprendre des initiatives qui sont déjà en place. Ouais. Puis c'était aussi des projets qui étaient en émergence, donc je pense qu'il y avait aussi cette nécessité de pouvoir partager le vécu, l'expérience, puis aller s'alimenter et se nourrir des enjeux et des défis que les autres vivaient. Donc ça a été super intéressant à travers cette communauté de pratique, mais aussi les rencontres individuelles qu'on a menées avec les porteuses de projets, de les voir évoluer, puis finalement se nourrir chacun et chacune des expériences et du vécu des autres. C'est ce qui ferait un tour pour notre présentation quand même assez riche. On espère que vous avez appris beaucoup de choses.
Pour la conclusion, les outils vont être très, très, très prochainement disponibles sur les sites de l'ESA. Les formations seront disponibles sur le site de l'ESA, mais pour les outils qu'on vous a présentés, vous allez pouvoir les retrouver sur le site web de Pivot, Entremise et du TIES très prochainement. Puis n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez besoin qu'on vous oriente ou qu'on vous parle de certains outils. Puis pour les formations à venir, donc il va y avoir 6 autres formations. Donc la numéro 1 qui est celle d'aujourd'hui, la numéro 2 qui va être disponible en ligne le 12 mars. Donc la formation 1 et 2 sont accessibles à tous et toutes. Pour les formations 3, 4, 5 et 6, ça va être des formations payantes. Donc on vous invite à aller sur le site de l'ESA si vous voulez les découvrir. Mais donc, les voici, les 6 prochaines formations à venir. C'est ce qui ferait le tour pour notre présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Puis, on est prête à prendre vos questions. Alors, pour la période de questions, on vous invite à les sélectionner soit l'onglet, vous pouvez comme monter la main, comme ça on va pouvoir faire ça dans l'ordre. Vous pouvez aussi poser des questions directement dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà une qui a été posée. Pouvez-vous préciser le moment où les outils seront disponibles? Nous sommes présentement dans la phase d'idéalisation. Ce serait bien si nous pouvions rapidement avoir accès aux outils. Bonne Marianne et question. Lina. On essaie de rendre ça rapidement disponible. Il va y avoir une première série d'outils qui vont être disponibles d'ici la fin du mois de février. Et si de notre côté, puis Lina, tu me diras du vôtre, mais de notre côté, l'ensemble des outils vont être disponibles d'ici la fin du mois de mars. Donc, une première série en février, puis le reste d'ici la fin du mois de mars. De notre côté, il va y avoir la majorité des outils vont être disponibles le lundi 23 février. Puis, on va avoir 2 autres outils qui vont être publiés au mois d'avril. Donc, première batch dans les prochaines semaines, puis 2 autres outils en avril. Et on a aussi mis sur le chat les différents liens vers le site de la TIES, celui d'Entremise. Entremise a déjà sa page aussi pour la boîte à outils. C'est pour ça que vous pouvez le mettre comme en favori aussi. Le TIES aussi, je pense que ça va être la même page qui va être utilisée pour la diffusion des outils. Pivot n'a pas encore sa page, je crois. Mais sinon, c'est pivot.coop aussi que vous pouvez aller consulter pour les outils. Par contre, Pivot, c'est davantage sur la question de l'immobilier collectif résidentiel. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sinon? C'est une limpidité. Il y avait beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup d'informations, effectivement. Là, fait que ça se fait que ça prenne du temps aussi un peu à appréhender tout ça. Mais c'est sûr que, comme on vous a dit, il y a beaucoup d'informations qui vont être disponibles. Les formations aussi qu'on vous a mentionnées, finalement, ils vont être accessibles gratuitement sur le site de l'ESA. Fait que vous allez aussi pouvoir... on a eu un changement finalement, ça va être gratuit. Fait qu'il va aussi y avoir des formations qui vont être donc plus précises. Vous avez vu, il y a beaucoup d'outils qui sont en lien avec des thèmes plus précis. Les formations aussi essaient d'aborder ces différents thèmes-là. Donc, ça va être aussi une autre façon de venir vous inspirer, réfléchir différemment à vos projets, puis on espère les rendre les plus résilients possibles. Je vois aussi qu'il y a une question qui dit: nous sommes présentement en processus de requalification de notre église et avons déterminé que nous avons besoin d'un chargé de projet. Comment le choisir parmi toutes les offres? C'est une bonne question. Si vous êtes dans une posture où vous avez plusieurs personnes qui sont intéressées par le poste, comptez-vous chanceux. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment une belle situation que vous vivez. Par rapport au choix, ben, ça dépend aussi de la mission du projet de requalification, mais c'est sûr que si vous avez un projet qui est très ancré dans votre contexte local, moi, ce que je mettrais de l'avant, c'est aussi à quel point est-ce que la personne connaît l'écosystème entourant le projet, puis est-ce que la personne est assez autonome, parce que c'est des projets qui sont relativement complexes, donc il faut être prêt à en prendre puis à affronter les défis. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, sinon, ben, on va mettre fin. On va avoir une autre question qui est apparue de Édouard. On sait qu'il y a des fonds spécifiques au logement étudiant.
qu'il y a des discussions pour développer des fonds spécifiques à la requalification de bâtiments à finalité collective? Donc, un petit peu plus sur la question du financement. Oui, ben, il y a des financements en ce moment qui sont disponibles pour la question de la requalification. Parfois, c'est axé plus sur l'aspect de la conservation du patrimoine. Il y en a d'autres qui sont axés plus spécifiquement sur la question de la requalification des églises. Ils sont toutes, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a un tableau qu'on a fait avec Entremise où on liste l'ensemble des programmes de subvention disponibles actuellement. C'est sûr que c'est des programmes qui changent très, très rapidement. Donc, on essaie de garder le tableau le plus à jour possible, mais c'est important de rester à l'affût, regarder les sites Internet des différents gouvernements. Il y a souvent des annonces qui sont faites. Donc oui, mais effectivement, il y en a en ce moment quelques programmes spécifiquement pour la requalification. Un dernier appel. Est-ce que vous avez une dernière question? Sinon, on mettrait fin à la rencontre qu'on va avoir réalisée en 1 heure, top chrono. Mais je pense que c'est tout. Bon, ben, on vous remercie beaucoup. Une dernière question. Si on avait une idée de lieu sous-utilisé en tête, quelle est la première étape pour approcher le propriétaire? Nous demande Avery Burrow. Encore là, c'est une bonne, c'est une bonne question. Ça dépend un peu de c'est quoi votre intention, puis comment est-ce que vous percevez ce propriétaire-là. C'est sûr que ça va être un peu différent si c'est un propriétaire public ou si c'est un propriétaire privé, par exemple. Puis aussi, si vous avez l'impression que le propriétaire va être enclin au projet ou si le propriétaire a vraiment aucun intérêt envers le projet que vous allez proposer. Mais ce que je dirais, c'est que c'est toujours bien d'avoir quand même une bonne idée de ce que vous allez proposer avant de faire la première approche, à moins que vous sentiez que vous, le propriétaire, vous le connaissez, puis c'est quelqu'un qui est déjà très ouvert à ces idées-là. Mais c'est sûr d'avoir comme une mission claire, une vision pour le projet, possiblement quelques types d'activités, ça peut être une bonne base. Je sais pas, Lina, si tu as d'autres. Bah, je pense que ça fait un bon tour, mais ça me fait penser au projet de l'église Sainte-Marie médiatrice, où je pense que c'était une question qui était présente. Puis des fois, il y a même, bah, on avait parlé de médiation, donc bah, je pense, Marianne, tu le dis, mais préparer une communication claire et avoir une idée claire de ce qui va être discuté. Mais des fois, il peut même y avoir des besoins de médiation pour pouvoir approcher le ou les propriétaires. Mais, ouais. Génial, on a aussi une question de précision par rapport à la prochaine formation qui va être faite avec Force Fraîche, donc le 12 mars. Je crois que le lien n'est pas encore disponible pour s'inscrire, mais ça devrait être annoncé sur les plateformes de Force Fraîche, donc sur leur site Facebook et sur leur site web. Donc, si vous voulez rester à l'affût. Puis ça va porter aussi sur la question de la documentation et comment la documentation du projet de requalification peut aider la mobilisation du projet. Donc, mobiliser les participants et tout ça. Donc, ça risque aussi d'être assez intéressant. Sur ce, on vous remercie beaucoup. Merci Nina, merci Marianne pour la présentation. Merci d'avoir assisté à la rencontre. On a été jusqu'à 63 personnes. C'est très encourageant tout ça. Puis on vous souhaite une bonne journée. Merci tout le monde. Merci. Merci.